C'est quoi tes 4 moments qui t'ont le plus éclaté dans le boulot avec la NBA? Le premier événement, on avait Tony Parker, il était jeune, il avait 22 ans. Aujourd'hui avec moi on a David Drahi, quelqu'un qui travaille depuis 20 ans avec la NBA en France. Il y avait Karim Abdul-Jabbar qui a fait une session d'entraînement avec des kids. C'est une légende, tu te retrouves tout seul avec lui dans la petite green room avant le truc et tout ça. Il a créé son agence qui s'appelle Comeover et pour moi c'était important qu'on en parle parce que c'est grâce à eux que j'ai pu interviewer mes premiers athlètes pour mes réseaux sociaux. Tu connaissais Victor Wembanyama depuis jeune toi? Je suis très pote avec son oncle Fabrice. Fabrice c'était mon stagiaire. Bref, j'espère que vous allez aimer, bonne écoute, abonnez-vous sur Spotify, mettez 5 étoiles et puis voilà. Et ce que vous écoutez en fait c'est la deuxième partie d'un podcast qu'on n'a jamais enregistré à l'arrière d'un taxi quand on faisait le NBA Paris Game. On a eu 45 minutes de bouchon et on a pu bien discuter, c'était cool de faire cette première partie. Du coup moi ça va me permettre de démarrer sur ma première question à laquelle j'ai déjà la réponse mais je veux que les gens le sachent. T'étais à l'école avec Orelsan. J'étais à l'école avec Orelsan, exactement. Raconte-moi, c'était quand? C'était à quel moment? On était en école de commerce ensemble, en Normandie, à Caen. C'était de 2000 à 2004. Donc on avait entre 18 et 22 ans et on joue ensemble au basket. Okay. Donc, on était ensemble dans l'équipe de basket. Donc copains de basket, copains de soirée. Copain de rattrapage aussi, tu vois, on était 120, il y en avait 5 au rattrapage, il y avait Aurel et moi. Bon, tout le monde n'a pas réussi comme lui, malheureusement, dans ce rattrapage, mais on se débrouille. Bon, ça va, on s'en sort chacun à sa manière. Il était déjà comme il était, enfin, on a vu le documentaire. Hein, il était plutôt comme il était dans la première partie du documentaire. Ouais, ok. Donc, autant te dire qu'en école de commerce, bon, même si c'était pas une grande école de commerce, en école de commerce, jogging, pot de pêche, avec la veste de costard par-dessus parce qu'il fallait se mettre en costard. Il avait son style. Ah ouais, d'accord, ok, c'est intéressant. T'avais des histoires. Au basket, il était fort ou pas? Au basket, il était moyen, on était tous moyens. On était tous moyens. Ouais, non, mais les écoles d'universitaires, on connaît. Hein, on avait une bonne, en plus, on avait une bonne équipe. Non, je jouais pas mal. Hein. Ah, ok, d'accord. Cool. D'accord, pas mal. Moi, j'aime bien, j'enseigne dans une école de sports business. Oui. Leur équipe de basket est hyper forte, il y a que des gars hyper forts. Et en plus de ça, ils sont coachés par une fille qui est à un très bon niveau. Donc, franchement, non, je crois qu'on avait fait les quarts de finale des grandes écoles, ou je sais pas quoi, un truc comme ça quand même. Stylé, ça va, bah, ça fait des bons souvenirs. Cool. David, on va parler de Comeover, on va parler de ta carrière, on va parler de tout ça. J'aimerais déjà commencer simplement sur ton premier stage ever. T'étais payé 300 balles pour bosser pour une agence qui accompagnait la NBA. Ouais, absolument. Disons que c'était mon deuxième stage. J'ai fait un premier stage à Londres dans le sport business. C'était ma première incursion dans le sport business, chez un média qui s'appelle Sport Business d'ailleurs, qui fait des conférences et autres. Et c'était un stage d'un mois ou deux pendant l'été pour faire de la database et pour un nouveau produit qu'ils voulaient lancer. Effectivement, mon premier stage long et conséquent avec des responsabilités, c'était en agence. Moi, j'ai fait toute ma carrière en agence après. Et il se trouve que c'était pour le compte de la NBA principalement. J'ai bossé aussi pour un ou deux autres clients, mais c'était 99% la NBA. Donc, moi qui étais jeune, qui a fait 15 ans de basket, qui était assez fan de se retrouver avec cette opportunité. À l'époque, les bureaux de NBA Europe étaient à Paris, donc juste à côté de chez nous. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité, entretien, et j'ai pas lâché pour avoir ce stage parce que c'était absolument celui que je voulais. Et puis je suis resté chez eux pendant 3 ans et ça a été le début de, pour le coup, 20 ans d'accompagnement de la NBA les dernières années avec beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. C'était le début de Tony Parker, cette ère-là. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc c'était une autre époque, un autre fonctionnement, des autres problématiques. Ça parlait beaucoup d'écrits, de magazines, tout ça. Ouais, alors il y avait les premiers. Nous, en fait, ce que je faisais à cette époque-là, c'est qu'on avait lancé des tournois participatifs pour les gens. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de tournois de basket qui avaient eu lieu, les Blacktop, des trucs comme ça. Et là, la NBA avait lancé en partenariat avec Bouygues Telecom, qui était le Nemer, et d'autres comme McDo, comme Nike, un tournoi, le NBA Basketball Challenge, qui venait d'Allemagne, qui avait été organisé en Allemagne avant. Et Tony était l'ambassadeur et venait sur beaucoup de dates d'ailleurs pour ses dispos. Donc il était tout jeune, il avait 22 ans quand on l'a fait en 2004. Et donc moi, mon stage était lié à créer cet événement-là pour le compte de la NBA. Et donc on avait un sujet de
D'aller chercher les équipes, en fait. Fallait aller chercher les gens là où étaient les fans de basket, et aussi après, négociation avec les villes, faire savoir, et puis gérer le tournoi, la partie logistique. Mais effectivement, c'était un autre délire pour toucher les gens, en fait, ce cible. À cette époque-là, effectivement, il y avait les médias classiques. C'était le début, il y avait les blogs, il y avait le blog de Basket Session à l'époque, des trucs comme ça, donc on allait chasser là-dessus, et sinon il fallait contacter les clubs, enfin bref, c'était assez, comme mon fils me dit que c'était une époque de dinosaures, là quand je parle de ça, là je vais te dire, on envoyait des fax aux gens, parce que les clubs en fait ils avaient pas d'email, les clubs c'était la misère, ou alors on n'avait pas leurs emails, là c'était en 2004, et donc on envoyait des fax qui sûrement servaient à rien, mais on le faisait quoi. Ouais, il y en a 1 sur 10 qui tombe au bon endroit. Ok, d'accord. Et donc voilà, t'as 22 ans et tu sors d'école. Tu cherches un truc qui te plaît, et tu crées des events pour la NBA. Et du coup j'allais sur les autres events qui avaient lieu en Europe, en Allemagne avec Nowitzki, en Italie. Voilà, t'as Tony sur tes événements, on a eu Boris, après on en a fait pendant des années, mais c'est un truc de fou quand t'as cet âge-là d'avoir cette opportunité. Et puis donc agence Octagon qui est une grosse agence international, par exemple, c'est les agents de Stephen Curry, de Michael Phelps, gens comme ça. Ah d'accord. Et pas forcément agence côté sportif. Oui, ils ont une agence côté sportif et une agence plus marketing pour les annonceurs et les détenteurs de droits comme le NBA, ce que nous on fait. Et donc c'est un truc de fou, t'arrives là-dedans et puis en fait tous les jours ou 2 jours, j'allais dans les bureaux de NBA Europe. Et tu vois des trucs qui te faisaient rêver quand t'étais gamin tout le temps. Alors voilà, donc t'as ce côté où tu mélanges le pro qui est parfois très dur parce que c'est des gens qui sont très exigeants, avec perso ce que t'aimes, et tu sais mieux que quiconque raconter ça, mélanger ton boulot avec ce qui te passionne, donc c'était cool de démarrer comme ça et ça te donne envie de rester dans le secteur du coup. Ouais, totalement, franchement je comprends, et du coup à partir de ce moment-là c'est les premières pierres de Comeover qui naissent avec ça. Tes premiers clients ensuite de ton agence des années plus tard sont ces personnes, c'est ça? Exact. Alors pas les mêmes personnes. Les mêmes entités. Les mêmes entités, exactement. Mais la NBA c'était 99%. Je bossais aussi pour Mastercard sur la Champions League notamment. Et Mastercard c'est notre client depuis 2012. Donc c'est comme ça que ça s'est créé. La NBA ça a été une longue histoire, et puis après on va y revenir plus tard, mais moi j'ai changé d'agence et j'ai eu la chance que ces gens-là continuent à me faire confiance au fur et à mesure, et quand on a créé Comeover, et après c'est un peu ce qui a créé notre ADN et notre culture en fait. Nous on est notre agence, donc on est une agence de communication, notre positionnement c'est passion et engagement. L'idée c'est d'intervenir sur tous ces territoires qui passionnent les gens et les cibles finales de nos clients. Donc c'est le sport, c'est l'entertainment, c'est le lifestyle, c'est la musique, c'est l'art de vivre, et la NBA c'est tout ça en fait. Je dis souvent en fait, moi j'ai fait plein de réunions avec la NBA où ils te font des vidéos ou des presses, tu vois pas une seconde de basket en fait. La NBA c'est ça, c'est l'engagement sociétal, c'est de la culture, c'est plein de choses, et donc notre positionnement d'agence il s'est aussi fait autour de ça en fait, de se dire ok, on veut pas faire que du sport, en fait tout est interconnecté. Quand tu parles de sport, tu dois parler d'engagement sociétal, de jeunesse, de diversification, de féminisation, évidemment de musique, de mode, tout ça, et c'est vraiment ce qu'a fait qui on est, et qui nous a permis derrière aussi d'aller conquérir tout un tas d'autres clients. On a des clients très très variés, mais notamment les clients qui ont un peu cette affinité sport US et entertainment dans le sport, comme New Era, comme Beats by Dre, comme Puma Hoops, mais aussi des sujets dans le basket comme la Ligue nationale de basket, et puis maintenant la NFL qui est un de nos gros clients, on travaille beaucoup pour eux. Toi qui es fan de NFL, tu le sais, t'es intervenu pour nous à la soirée Super Bowl, et il y a plein de beaux projets avec eux, donc ça nous a aidé à créer notre ADN quoi. Je reviens sur le tout premier stage. Comment tu fais la diff pour toucher ce job? Parce que tu t'es battu pour avoir ce poste en particulier, parce qu'il faut toucher la NBA, j'imagine qu'il y a du monde. Comment tu fais la diff en début de carrière? C'était l'agence. J'avais eu de la chance en fait, c'est que donc moi je faisais partie d'un club de basket en Normandie. Je jouais à l'école, et il se trouve qu'en fait il y a un moment donné j'avais fait un mini stage où j'avais pas foutu grand chose, mais ça m'a quand même servi derrière sur le CV, qui était d'organiser un tournoi international pour mon club.
Donc c'était un tournoi de minime ou je ne sais quoi, donc U15 maintenant, ou U13 ou U15, je sais pas. Et en fait, on avait fait venir des équipes européennes de 4 pays européens. On avait été chercher des sponsors. Donc c'était un petit truc très local. J'avais ça, j'avais l'expérience sport business à Londres. Donc j'avais ces 2 trucs-là. Et l'entretien d'embauche. J'avais eu l'entretien pour le stage, ça s'était bien passé. Et je me rappelle très bien de ce truc, c'est que déjà à l'époque tout le monde mettait des costards, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Donc j'étais en costard à l'entretien et il se fait qu'une autre fois en fait donc à chaque fois je venais à Paris avec mes parents pour passer les entretiens. Une autre fois je vais faire d'autres entretiens et je fais les entretiens la journée avec eux. Enfin c'est bien mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de l'autre et je leur dis on va à l'adresse là où j'ai passé l'entretien avec l'agence et j'y retourne en fait et je me pointe et je dis alors j'ai pas eu de retour sur mon truc. Genre 2 heures après l'entretien? Non 2 semaines après tu vois. D'accord, je reviens mais j'avais pas de rendez-vous et je retape à la porte mais je viens en physique en leur disant moi je viens de Normandie, je veux vraiment être là et tout ça. Je pense que ça a marché. Bien sûr. Et qu'on avait bien connecté et non mais c'était cool et c'était une super époque. Il y avait un Américain, un Allemand, des Belges, un Anglais, on venait un peu de tous les pays et on est encore hyper proches. Et là l'année dernière JO Paris 2024, donc tout cet environnement là c'est des gens qui bossent et qui ont grandi et continué de grandir et de bosser dans le sport business. Et il se trouve que je les avais tous recontactés là, et on s'est fait un dîner des anciens, là, des dinosaures pendant Paris 2024, un soir à se retrouver avec tous ces gens qui avaient été mes boss ou qui m'avaient recruté à cette époque-là. C'était très cool. Ok. J'aimerais bien aller sur... Avant Comover, il y a eu un truc qui s'est passé. Tu m'en as vite fait parler quand on était dans la voiture. T'as créé une boîte de poker. Ah oui. De poker et de rencontres, c'est ça? Oui. C'est quoi cette idée? Oui, c'est la genèse de Comover. En fait, ça c'était la première agence. Deuxième agence, je vais dans une autre structure. Faire de la gestion de projet, du dev, plein de choses aussi à l'international. Et il se retrouve que là-bas, je rencontre ma compagne. Bref, voilà, ça c'est ma vie perso. Et en fait, c'est lié avec le reste. C'est qu'après, je passe dans une 3e agence. Et au bout d'un moment, en fait, avec ma compagne, on vient tous les 2 de famille d'entrepreneurs et on voulait monter notre projet. C'était en 2011, c'était l'ouverture du marché du poker. En France, parce que légalisation poker et paris en ligne. Nous on était fans de poker, on jouait beaucoup entre potes machin et autres. Moi j'avais été 2 fois à Vegas, je jouais un peu dans les cercles à Paris. Et c'est vrai que t'avais un côté. Tu jouais sérieusement quoi, t'es bon. Vite fait. On s'assoit sur la table, tu me défonces. Je suis pas sûr. Ok, d'accord. Ça fait longtemps. Mais en fait, on aimait beaucoup ça. Et c'était vrai que tu vas en cercle à Paris et tout, c'est un petit côté malsain quand même. C'était un peu chaud. C'est quoi? C'est que des mecs? C'est que c'est un peu agressif? C'est un peu agressif. Bon bref. Il y a de l'argent, du cash partout. Il y a ça, et à côté, nous on se dit putain, mais le dating ou la rencontre physique, c'est pas forcément pour nous. Moi, je suis assez timide et tout. Bref, c'est pas quelque chose qui. Et on se disait, mais il y a pas un truc à mêler là avec un jeu qui est sympa, qui est rigolo et tout ça avec le couple. Et en fait, on a créé un concept autour de la rencontre où tu jouais en one-to-one et tu jouais des petits secrets sur toi au lieu de jouer de l'argent en fait. Donc l'autre pouvait gagner un truc, et c'est des trucs un peu rigolos quoi, que t'avais écrit une vanne sur toi que tu sortirais pas en dating, mais que t'as envie d'écrire sur un papier. L'autre va te dire c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui t'est arrivé et donc tu mettais une valeur sur le niveau de l'anecdote, genre plus l'anecdote est chaque coup tu gagnais en fait. D'accord, ok. Et on a créé un concept comme ça de dating avec des événements. On voulait faire une émission de télé. Ah ouais. On voulait faire des voyages. On avait trouvé un sponsor qui nous suivait. On avait une boîte de prod de télé qui nous avait acheté le concept, donc qui nous avait fait un contrat pour acheter le concept et tout ça. Et c'est pas mal de vendre déjà, un concept à la télé sans avoir rien fait. Sachant que t'as jamais fait de télé avant ça. On n'avait rien fait, sauf que entre le moment où donc moi j'étais en poste, entre le moment où vraiment on se dit allez on se lance et je signe une rupture conventionnelle avec mes employeurs. Et je quitte le job, tout a planté en fait. Le sponsor il a été faire un autre truc, les garçons contre les filles, un autre concept qui était un peu même code couleur mais qui était pas le nôtre. Le gars de la boîte de prod télé il s'est fait virer, on avait le contrat sur la table, on n'a jamais pu parler à personne, c'était une boîte allemande. Ah ouais. Et à ce moment là nous donc en fait toi t'as vendu ton concept quand même?
Non, on n'a rien fait rien du tout. Oh là là, on a fait 2-3 événements physiques, ça n'a pas pris. On n'avait pas l'argent pour le faire par nous-mêmes, pour faire venir des gens sur des événements physiques. Il fallait que le reste prenne avec. Et nous, depuis le début, on avait créé le nom de la boîte qu'on avait créée, c'était Come Over, parce qu'on s'était dit, on va avoir Secret Poker qui est notre marque, mais on vient tous les deux d'agences, de com et autres. Au final, ce sera une agence. On pourra faire des prestats à côté si on a besoin de faire des trucs en plus. On n'espère pas, mais on aura ça. Bon, il se trouve que voilà, au bout de 3 mois, il se passe ça. Donc, fallait qu'on mange et qu'on paye notre loyer à la fin du mois. Et là, on a dit, faut retourner au charbon d'agences et autres. Et en fait, il se trouve qu'il y a des agences qui nous ont appelés, qu'il y a notamment l'agence qui bossait pour NBA qui nous appelle pour faire un événement en France. Donc, c'était notre premier truc. Et voilà, la deuxième année, Mastercard et d'autres. Et donc, petit à petit, on est passé. Là, on était un peu un pool comme 2 freelances indépendants. Et puis petit à petit on s'est affirmé en tant qu'agence en bossant en direct avec les clients au fil du temps, et voilà, ça fait 14 ans que ça dure, hein. Du coup c'était ça ma question, c'était quoi ta première mission en tant qu'indépendant, en tant que come-over pour l'NBA? C'était organiser un événement participatif, je crois que c'était du 3-3 et c'était à la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Je ne sais plus avec quel athlète était venu, mais voilà. Vous avez un représentant de la NBA qui passe, etc. Moi j'aime bien savoir ces histoires d'agences de début. T'as les mains dans le cambouis dans ce genre d'event. T'es dans ton salon, hein. Dans cet event, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu fais le jour J? Toi, t'as les mains dans le cambouis, raconte. Oui. Là, j'étais hyper opérationnel, ce que je ne suis plus du tout aujourd'hui. Mais tu fais aussi bien tu fais aussi bien les contrats avec la mairie de Paris que d'accueillir l'athlète NBA et de faire en sorte que que de cadrer le speaker, que de dire au camion de ce fait-là, que de porter les barrières, en fait. Donc, tu fais tout. Donc moi j'étais pas très costaud, je suis petit, donc voilà, il y avait ceux qui portaient 2 barrières et moi je portais une barrière en galérant. C'est la vie. Ok, d'accord. Donc le premier événement c'est ça, et ensuite depuis il y a toujours des activations qui se sont créées on a grandi continuellement de 2011 à 2019. En vrai, les 2-3 premières années, on est restés que tous les deux. Pas de bureau, pas de stagiaire, rien. C'était la belle vie. On bossait où on voulait, quand on voulait. Je sais pas si je suis en train de créer une agence, mais c'est la même chose. Ça fait 4 ans, 5 ans, je suis encore ici. Allez, un stagiaire de temps en temps, mais c'est la même chose. C'était bien aussi. Et puis on a grandi, on a eu des opportunités en direct. Et petit à petit, on a grandi non-stop, on va dire, de 2011 à 2019. Voilà, on est passé, on a multiplié les millions de chiffres d'affaires sur cette époque-là. Et puis 2019, ma compagne a décidé d'arrêter parce qu'elle avait envie de faire autre chose. Parce qu'à la base, elle voulait pas faire une agence, elle voulait faire le projet de poker. Donc là, au bout d'un moment, on a eu notre deuxième enfant en 2017. Et puis elle me dit, t'es gentil avec ton agence et tes trucs, mais au début, c'était marrant. Au début, chaque truc est cool en fait. T'as ton premier stagiaire, ton premier client, c'est incroyable. Chaque projet est génial. Ton premier stagiaire, c'est un truc de fou. Ton premier bureau qui est tout pourri, c'est un truc de fou. Ton premier emploi, voilà, tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, premier set de podcast. Voilà, exactement. et puis au bout d'un moment, en fait, c'est toujours plus. Et c'est de la, évidemment, nous, on travaille beaucoup sur la culture et sur l'humain et sur plein de choses. On pourrait y revenir chez Come Over et c'est ça qui est la clé pour nous, en tout cas dans l'envie et l'ambition de continuer en agence. Mais bon, au bout d'un moment, il y a un business derrière et elle sait pas ce qu'elle avait envie de faire. Et donc, 2019, depuis un moment, j'avais un autre associé qui s'appelle Edouard, qui est encore là, qui était rentré en 2015-2016. Et donc, avec Edouard, on se pose des questions sur ce qu'on va faire et autres. On avait envie de se développer, de continuer d'accélérer. Et puis on a pris le Covid en pleine tranche, quoi. Donc quand tu fais 50% d'activité en événementiel et même sur le reste de ta activité qui est en sport, l'événementiel plus le sport, c'était pas trop à la mode en 2020-2021. C'est vrai que vous avez quand même survécu le Covid. Donc, et au contraire, en fait, parce qu'en fait, en vrai, en 2020, on était moins de 15, je crois qu'on était 13 quand c'est arrivé. On faisait pas loin de 4 millions de chiffre d'affaires. Donc on a pris une bonne claque. Et puis par contre on a eu un gros rebond et fin 2022 et fin 2023 on fait 12 millions de chiffre d'affaires et on est 60 personnes maintenant là, bientôt 10-15 de plus parce qu'on va continuer d'accélérer et de grandir. Donc on a eu un bon boost après ça nous a aussi aidé à prendre beaucoup de recul sur nous-mêmes, à recomprendre pourquoi on faisait ça aussi.
Tu vois, il y a eu 2 phases, je dirais, qui font. Il y a plein de phases. Quand tu es dans ce métier-là, c'est des métiers passion et tu le sais très bien. Il y a souvent où tu te dis, putain, c'est quand même cool ce que je fais, mais c'est aussi une machine à laver, d'entreprendre et des fois, en fait, t'oublies pourquoi tu fais ça et à quel point c'est cool de le faire. Totalement. Et 2019, on était un peu dans cette phase-là de se dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Et oui, et comment, et machin, et truc. Et en fait, arrive le Covid et tu te dis, putain, je vais tout perdre. En soi, c'est pas grave. Hein. Je dis souvent à nos équipes, il y a un moment donné, le monde peut arrêter de tourner sans Comeover. On sauve pas des vies, on n'envoie pas des gens sur la Lune. J'aime bien dire ça aussi, je suis pas docteur. Quoi. Voilà, exactement. Moi, je suis content de faire ce que je fais. On fait des trucs cool. On a des salariés, je pense, qui kiffent ce qu'ils font. On fait plaisir à nos clients, on les aide à atteindre des objectifs et tout. À la fin de la journée, si on perd un projet, si on perd un client, si Comeover s'arrête, moi je rentre chez moi, je prends l'apéro, je suis avec mes enfants, tout va bien, le monde continue de tourner, je suis très heureux. Donc, mais bon. Moi, il y a eu un petit moment où je croyais que le monde allait arrêter de se tourner si je livrais pas la vidéo absolument. Et c'est vrai que ça. Ouais, mais après, il y a le truc, quand t'es opérationnel. Tu vois que ça. Bah, tu vois que ça. Moi qui aujourd'hui ai un peu plus de recul sur les sujets, parce que c'est beaucoup porté par les équipes, beaucoup plus que moi. Mais le Covid, ça servait un peu à ça, de se dire, ok, attends, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait, qui on est. On a vraiment envie de faire ça en fait, et on pense qu'on a vraiment envie, on a vraiment des capacités de développer ça. Ça t'a permis de confirmer. Voilà, ça te permet de confirmer, comme un peu les JO. Tu vois, l'été dernier. Les JO, encore une fois, moi je suis pas très opérationnel, donc je suis moins sur les projets et tout, mais d'avoir la chance en tant qu'agence d'être très présent sur les JO et de faire des projets cool, en fait tu le vois dans les yeux de ton staff, des plus juniors jusqu'aux plus seniors, et toi tu vis des trucs et t'es là, tu te dis ah c'est vraiment cool en fait ce qu'on fait, on a vraiment de la chance de le faire. Et tu décris vraiment ce que je suis en train de vivre, parce que le fait d'avoir pris mon premier stagiaire et de l'amener à Roland-Garros, ça me rappelle. Ah ouais, ok. C'est vrai que faut pas perdre ça non plus, quoi. Ouais. Faut pas perdre ça non plus. Oui, et puis quand tu vieillis ou grandis ou gagnes en maturité, il y a un autre truc, c'est que il y a un moment où en fait, tu peux être blasé de certains trucs parce que c'est humain. C'est humain, c'est que voilà, quand tu vois des athlètes qui t'ont fait rêver tout le temps, ou t'es sur des grands événements et voilà, t'enchaînes, une semaine t'es au Vendée Globe, la semaine d'après t'es sur NBA Paris Game, après t'es au tournoi Destination, machin et autres en fait, et puis les JO c'est pareil, tous les jours t'avais des trucs. Mais en vérité, tu le revis aussi. Enfin, moi, je le revis vachement par mon staff. Que des fois, tu vois, les gens qui n'ont pas fait ça, qui le font pour la première et autre, et tu le vois dans leurs yeux, en fait. Ils ont des étoiles dans les yeux, ça fait kiffer. Et il y a des trucs. Moi, je me rappelle du Paris Game 2020 où moi, je suis à la génération MJ. Jordan, t'as Jordan qui est propriétaire de Charlotte, qui est là, t'es en conférence de presse et tu le vois à 5 mètres et autres. Il est venu prendre il a fait une conférence de presse avec Adam Silver. Et là, tu te dis, en fait, là, pendant une minute, juste j'arrête de bosser, je kiffe, quoi. Ah, d'accord. Waouh, stylé. Ouais. T'étais à combien de mètres de Jordan? J'ai envie de situer. 10 mètres. Hein. Oh là là, ouf. Ah oui, ça prend une claque quand même. Ouais. Ah ouais, je comprends. Et tu vois, moi, j'ai 42 ans. Et je le vois alors les gens dans mon entourage, ils ont mon âge, sauf dans mon équipe, mais en général. Et je vois que j'ai plein de gens dans mon entourage qui kiffent pas son taf, en fait, qui taffent forcé, quoi. Et... j'avoue que moi j'ai tellement la chance de faire ça depuis longtemps que, alors je suis comme tout le monde, hein, je me lève le matin, il y a des jours où j'ai moins envie d'aller bosser que d'autres et que je préfère rester chez moi et jouer au ballon dans le jardin avec mes kids. C'est pareil. Mais je me dis putain, eux en fait ils sont forcés de bosser, j'ai l'impression, et je leur dis putain les gars, là on a même pas la moitié de ce qu'on doit faire en boulot, je pense, dans notre vie. Vas-y, fais autre chose en fait. Il y a plein de trucs, à faire. Mais en même temps, c'est aussi une manière de voir la chance que tu as de faire ça. Et moi, j'ai une autre chance, c'est que mes 2 associés, c'est 2 de mes meilleurs amis. Donc ça veut dire que tu te lèves le matin, tu vas faire un truc dans un secteur qui te plaît, qui t'intéresse, tu fais des trucs hyper cool. En plus tu peux être avec tes potes. Donc ça veut dire que nous, tu vois, notre discussion d'associés, la moitié, c'est les mêmes conneries que je dis avec mes potes, avec mes vrais amis à côté. Et la moitié, il y a du boulot. Moi, je voulais partir sur beaucoup de Star System, parler de NBA, parler de... On y va. Mais non, parce que du coup, tu m'as drivé sur le côté agence, l'entrepreneuriat, moi, ça me parle. Donc, dans le film, je monte ma boîte avec mes potes.
Il n'y a pas de bagarre, jamais. Je l'ai pas monté avec eux, j'ai monté avec ma compagne, c'est pire. Ah oui, oui, encore pire. Et t'as survécu, ça va? Ouais, ça va. Moi, je suis fils de parents entrepreneurs qui ont monté leur boîte ensemble. Oui. Ça va, pour l'instant, on est Franchement, ça allait, c'était notre premier enfant. Oui, mais moi, je leur dis tout le temps, hein, leur boîte, ils l'ont plus éduqué que moi et mon frère. C'était notre Non, je pense que ça nous a beaucoup rapprochés, qu'on était très proches, et ça a été bien quand ça s'est arrêté aussi. Oui, oui. Et que chacun prenne ces trucs, surtout qu'en fait on est arrivé à un moment, au début tout était commun et autres, et je te dis au début tout est cool, c'est du plaisir machin, et il y a un moment on s'est retrouvé dans un projet qui était plus le mien que le sien, avec moi qui était pas mal mis en avant, elle ça la passionnait moins et autres, et du coup ça crée aussi un déséquilibre parce qu'il y en a un qui kiffe et c'est lui qui est valorisé, qui est mis en avant, et toi tu te retrouves un peu en recul, et du coup ça c'était pas bon, donc il fallait aussi qu'elle parte sur un autre projet. Et ce qu'elle fait et qui est très bien. Et aujourd'hui, effectivement, on est avec des potes. Ça a beaucoup d'avantages d'être avec des potes. Moi, je pense que c'est une vraie force que l'on a à l'agence chez Comeover, parce que ça crée une énergie, parce qu'on se comprend, parce qu'on est complémentaires. Il y a un potentiel désavantage, c'est que t'as pas envie de te fâcher avec tes potes. C'est plus facile de se fâcher avec sa meuf qu'avec ses potes. Oui. Avec tes potes, tu t'engueules pas souvent. Avec ta meuf, tu t'engueules tout le temps. Et du coup, nous, on a pris un coach, en fait, qui nous accompagne depuis 3-4 ans, qui est un coach performance de dirigeant, et qui nous aide à prendre du recul sur nous, qui nous aide à se dire les choses aussi, qui fait du travail là-dessus, et qui qui permet aussi de... on a tous des forces et des faiblesses, Moi, je dis souvent, je suis une boîte à mauvaises idées. J'ai plein d'idées, mais il y en a beaucoup qui sont mauvaises. Ah oui, mais ça je suis convaincu de ça. Pour moi, il faut 100 idées pour en trouver 10 bonnes. Mais par contre, il faut passer les 90 qui sont nuls. Et du coup, le coach, il nous aide vachement là-dessus. Donc, on essaye de garder que cette force d'être pote dans l'association. D'accord, ok. On reste dans l'agence parce que on était dedans. On peut parler de NBA de Star System. Non, mais non, ça va arriver, ça aussi. Mais c'est bien, ça me garde les viewers avec nous. Donc t'es patron d'agence, le business d'agence, c'est t'as des projets qui viennent, ça nourrit tes équipes. Mais du coup, t'as vécu du Covid et tu vis aussi, j'imagine au jour le jour, il y a peut-être des 3 mois où un projet est fini, il faut nourrir tes gars. Ça met pas la pression. Moi déjà j'ai un stagiaire, je me dis putain il faut que je le nourrisse en constant. Ça met pas la pression de se réveiller tout le temps et de dire si. Comment tu vis ça? Parce que tu passes de 15 personnes à 60 personnes assez rapidement en plus. Bah si, déjà le fait d'être bien entouré, voilà, le fait d'être 3, moi je sais pas si j'aurais pu entreprendre tout seul comme toi tu le fais. On était 2 à la base, là on est 3, je trouve que ça fait du bien. Mais après, donc ça joue, parce que il y en a des fois qui sont dans des temps forts, il y en a qui sont dans des temps faibles, mais si les autres sont dans un temps fort et viennent te porter parce que toi tu trouves que c'est dur en ce moment ou que machin, tu t'entraides. Ensuite, on a beaucoup responsabilité de nos équipes et on a des managers qui sont top, qui sont boostés, qui sont plus frais que nous, plus intelligents que nous, plus experts que nous et qui nous tirent vers le haut aussi. Donc il y a tout ça. Après, moi j'avoue, je suis pas très stressé par le boulot. C'est pas un truc j'ai pas de souci à couper, à passer à autre chose, à le faire à côté de quelque chose. On me dit des fois tu réponds pendant les vacances et tout, mais en fait moi ça me stresse pas du tout de travailler ou de machin. T'as pas besoin de mentalement je dois check out absolument. Non. Et même quand t'es check-in à fond, tu peux aussi savoir. Ok, d'accord. Donc voilà, et je trouve que aussi peut-être dans mon cas, voilà, là il y a un peu plus de 60 personnes. Donc comme je disais, moi je suis très peu opérationnel. Je suis sur des trucs un peu plus long terme, un peu plus stratégiques. J'ai moins le truc en agence. En fait, il y a beaucoup de trucs, c'est de l'urgence. Faut délivrer, que ça soit pour tes clients, faut sortir les projets autres, que ce soit comme toi la vidéo, faut être sur toi, t'es sur les événements, il y a un timing, il y a un machin, il y a un truc. Rien que l'événement dehors, franchement, je pourrais pas faire de l'événementiel, juste la pluie. La pluie, tu vois, genre on en a eu des galères, des baskets 3-3, des ceci, des cela. Ça se trouve, il pleut. Et pendant toute la semaine, t'es sur l'application météo. C'est un enfer. Rien que ça. Avant même de parler de il faut faire les on en a eu des trucs d'annulés, t'as envie de pleurer, t'es en train de pleurer dehors parce que ça fait 6 mois que tu bosses. La cérémonie d'ouverture des jeux. Et puis tu vas te faire défoncer. Cérémonie d'ouverture des jeux, elle s'est très bien passée, on est très content. Mais quand il se met à pleuvoir, je veux pas être dans les baskets. Moi j'avais envie de chialer pour eux l'après-midi. Je pensais aux gars qui bossaient, je lui disais putain. Carrément. Et le lendemain, magnifique soleil. 2 minutes avant et 5 minutes après. Exactement, vraiment. Quand Céline Dion a fini de chanter, c'est vrai que c'est nickel. Exactement. Donc, je sais plus ce que je disais. Non, on était sur ta gestion du stress parce que voilà. Et donc, t'as pas eu, en vrai, en dehors du Covid, t'as pas eu des grosses périodes creuses où vraiment t'étais en mode j'ai beaucoup de salariés là?
Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on en a eu quand on était deux, hein, où vraiment on n'avait plus rien, où on perd notre plus gros client qui nous faisait 80% de notre truc, et on était deux, et on venait d'avoir notre gamin, et il fallait toujours qu'on mange, donc ça c'est arrivé. Là, avec les salariés, pas trop, j'avoue, on a plutôt de la chance. Alors, et des fois, hein, tu sais, hein, ça arrive, t'arrives en fin de premier semestre et tu te dis, oh bordel, faut encore aller chercher tant de business et de trucs. Pour faire une année. On se met, tu te mets des petits trucs de stress. Mais en vrai, ça va. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça moins stressant que quand on était moins, ou que j'étais salarié, qu'on était très enfin, je trouve ça plus stressant de délivrer un projet, un événement, qu'aujourd'hui, ce que je fais moi est ce truc de manager une boîte et oui, d'avoir des responsabilités, mais disons qu'il y a un truc, c'est que moi je prends beaucoup moins de décisions qu'avant, rapides, et parce qu'il faut décider tout de suite et faire des trucs qui sont évidemment entre guillemets importantes, mais moins importantes parce que ça va pas changer ce qui va se passer. Si la couleur de la nappe elle est bleue ou bleu turquoise, mais c'est important quand même pour nos clients. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup moins de décisions, mais elles sont hyper importante et elle change beaucoup de choses, donc t'as plus le temps d'y réfléchir. Ok, maintenant on peut aller dans le Star System un peu plus. Fais-moi un petit peu rêver, c'est quoi tes 4 meilleurs souvenirs NBA? Sans ordre, sans ceci, cela, que ça soit que tu aies géré avec Comover ou des trucs que t'as fait en agence, les 4 moments qui t'ont le plus éclaté. NBA, je veux d'abord parler client NBA. De boulot, hein. Oui, de boulot, bien sûr. Non, moi, je suis pas en train de parler du shoot de Ray Allen, je sais pas quoi. Non, on peut, hein. C'est quoi tes 4 moments qui t'ont le plus éclaté dans le boulot avec la NBA, quoi? Bah, je pense qu'il y a le premier événement qui est fou, sûr. Que tout jeune, je me rappelle, c'était à Nice. Et on avait Tony Parker, et Tony, il était jeune, il avait 22 ans, on est de la même année, on est de 82 tous les deux, donc on avait 22 ans tous les deux. Moi, je pilote le truc, il y avait la finale, on avait pris du retard. C'était pas fou, j'avais fait une nuit blanche, on avait bossé toute la nuit pour le truc. Pas fou, on n'avait pas beaucoup de participants, le site était pas vraiment, il n'y a rien qui allait. C'était le premier. T'arrives sur l'événement, il y a 40 personnes. Et donc Tony, il devait partir en fait, mais nous, il devait lancer la finale. Et il faisait le con avec ses frères, c'était des jeunes de 20 ans quoi, qui faisaient les cons. Et lui, il était là, et en fait, j'étais obligé d'aller lui arracher le ballon dans les mains, parce qu'il voulait donner le coup d'envoi de je sais pas quoi, mais nous, il devait y avoir un média qui devait faire quelque chose. Et lui, il était là, non, mais moi, j'ai mon avion à prendre, je dois y aller, je dois truc, et de se prendre la tête. Ah ouais, d'accord, c'est chaud. Le petit mais tu vois, c'est ton premier événement, c'est un super souvenir. Tu te dis, j'ai trop envie de refaire ça. Bien sûr. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait de cool? J'ai été All-Star Game. Lequel? À Phoenix, il y a quelques années. Enfin, celui-là spécifiquement, je me rappellerai très bien d'un souvenir qui est lié au travail. On finit la journée et tout. On va à l'hôtel à côté. Donc, c'est l'hôtel à côté de la salle. Donc, il y a les consultants, les machins, les trucs. Et je décide d'aller aux toilettes. Et je vais dans le couloir, et là j'ai l'impression il y a la lumière qui s'éteint de l'hôtel. Ok, je devine, t'as croisé chaque. Ouais, exactement. C'est quoi ce délire? Et vraiment, pour moi qui suis tout petit, j'ai vraiment vu la lumière s'éteindre. J'étais dans le noir, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait Shaquille O'Neal, c'est incroyable. Donc, tu croises Shaquille O'Neal aux toilettes. Voilà. Bon, il n'y a pas un truc de travail d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Nowitzki en Allemagne. Sur un événement à Cologne, je crois. D'ailleurs, il doit venir de là. Oh non, je sais plus d'où il vient. Bref, et on avait un problème de sécu. Là, il y avait beaucoup de monde. On avait un problème d'agent de sécu. On n'avait pas assez. Il se met à aller dans le public signer les autographes, machin. Donc, nous, on est 3-4 du staff à se dire, on va faire nous la sécurité entre nous et Dirk. Donc voilà, moi je fais 1m71, la sécurité, les Allemands ils font tous 1m90, ils font tous 3 fois mon poids, j'étais là à faire j'ai fait la barrière en fait. Des super fans, on parle super gentils, mais très gentils et tout. Mais en fait je me suis retrouvé écrasé entre les gens et Dirk, c'était très drôle. Et non, et l'autre truc c'est Jordan, Jordan que tu vois à Paris au premier NBA Paris Games, c'est ça? Celui où il y a Tony Parker qui est dans le roster des Charlotte Hornets. Exactement, mais après on a fait plein de trucs. Tu vois, on a eu Karim Abdul-Jabbar avec l'ambassade des États-Unis. En fait, c'était en 2016, je crois, on fait un événement. C'est pour l'ambassade des États-Unis et la NBA qui se sont liés c'était après les attentats de 2015 pour faire un cadeau aux jeunes de la mairie de Paris. Donc on a retapé un terrain et on a fait venir il y avait Karim Abdul-Jabbar qui a fait une session d'entraînement avec des kids. Donc voilà, Karim Abdul-Jabbar, c'est une légende. Tu te retrouves tout seul avec lui dans la petite green room avant le truc et tout ça, c'est incroyable.
On a eu, moi qui suis des années 90, Gary Payton, Dominic Wilkins, des trucs, plein de trucs sympas. Stylé. J'allais un peu vers ça. C'est qui ta rencontre NBA qui t'a le plus marqué à travers le travail, avec quelqu'un avec qui t'as pu un peu échanger. Ça peut être joueur, ça peut être staff. Hein, si t'as quelqu'un aussi de l'ombre avec qui t'as lié un bon feeling, n'hésite pas. Si c'est un joueur, ça peut aussi être un joueur. Je pense pas que c'est un joueur, parce que souvent c'est un. C'est intouchable. T'es avec les gens du staff. Franchement, je saurais pas te dire. Hein. Peut-être des coachs ou. Ah ouais, t'as eu connexion avec des coachs des fois. Même des assistants ou des trucs comme ça qui sont hyper intéressants, qui ont plein de stories à te raconter autour de ça. Ouais, moi je me dis, franchement, je pense que les coachs pour ce podcast, c'est vraiment un puits à contenu. Oui, genre quand je me retrouve avec Yacine, ils ont plein d'histoires derrière. C'est magnifique. Après, moi j'aime bien, forcément, mon métier c'est le marketing et la com, donc tu te retrouves avec le numéro 2, le numéro 3 de la NBA. Mais moi je suis chaud pour ce genre d'anecdote aussi. Mais tu vois, si je dois aller sur un truc. T'as eu des gars qui ont changé la NBA où genre sa stratégie a été mise en place et sur 10 ans t'as vu qu'il a changé la NBA. On parle de stratégie de développement, de marketing, etc. Hein, vraiment. Oui, naturellement. Je veux dire que ce soit les commissionneurs ou les numéro 2, numéro 3. Même là, on a Mark Armstrong maintenant qui est au PSG, qui a une personnalité qui fait plein de trucs. Non, mais une rencontre du style qui peut être dont je peux te parler, qui est pas pour le coup pas lié à NBA. Désolé, je change de sujet. C'est Beats by Dre. Ça, c'est un des trucs les plus fous que j'ai vécu et adoré. T'étais avec eux à partir de quand, Beats by Dre? Beats by Dre, on a commencé à bosser avec eux, c'est toujours notre client, on a commencé en janvier 2016. Donc ils étaient déjà rachetés par Apple, c'était déjà gros. Et en fait, on va à Los Angeles se faire onboarder avec les nouvelles agences japonaises, agences UK, agences allemandes. Donc nous, on était arrivés. C'était moi et notre première salariée. Donc on va là-bas et bon voilà, t'es fatigué hein. Pof. Donc et là on se tape 10 heures de réunion et donc avec tout ils passent tous le CMO, le CEO, le machin, et il y a un moment il y a Jimmy Iovine qui arrive. Donc Jimmy Iovine c'est le cofondeur de Beats by Dre avec Dr. Dre. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une série sur Netflix qui s'appelle The Defiant Ones. Elle est exceptionnelle. Vraiment, et le casting sur eux deux. C'est un mec qui est parti de rien, qui faisait le ménage à Brooklyn ou je sais pas où, à New York, dans des studios de musique, qui était fan et puis qui s'est retrouvé à produire avec Dre et beaucoup avec plein de stars de la musique au fil des ans. Et donc il y a Jimmy Iovine qui vient et qui commence à nous raconter l'histoire de Beats by Dre, l'ADN et tout. Et ça c'était fou, et je me rappelle c'était au milieu de l'après-midi, donc on était arrivé le soir d'avant avec le décalage horaire, on s'était réveillé à 2h du mat. Tu viens de t'enchaîner 6 heures de réunion avec des Américains et lui il est arrivé et j'étais comme ça quoi, j'aurais pu rester 15 heures de plus à l'écouter. Le mec est tellement de charisme, tellement passionnant, une histoire de fou et tout. Je pense que c'est mon plus beau meeting. En tout cas, intervention d'un mec, puis on pouvait lui poser des questions et tout, de toute ma carrière. C'était un truc de fou. Le mec il est trop passionnant, il est trop fort, trop innovateur, trop incroyable. Il faut regarder la série sur Netflix. À ce moment-là, tu lui poses des questions sur quoi en vrai? Toi, t'essaies de saisir un peu. Moi, j'essayais de comprendre. Nous, on s'occupait de la France, donc c'était quoi les enjeux sur la France, la vision en Europe. Tu vois, on pensait. Les connexions avec nos passion points à nous sur lesquels on travaille, donc comment on peut travailler le sport, comment on peut travailler à cette époque-là, et c'était la sortie de Defiant Wines où ils en parlaient qu'ils allaient sortir le documentaire, donc comment on peut faire un truc au festival de Cannes. Donc on était quand même sur des sujets comme ça parce que le côté histoire machin et autres ils nous l'ont raconté par eux-mêmes. Mais ça c'était vraiment un meeting incroyable, et comme quoi tu vois c'est une star, mais c'est une star du business. Et il est dedans. Et effectivement non mais les athlètes, il y a plein d'athlètes intéressants et tout ça, mais là c'est un autre délire en termes de savoir. De toutes les manières, la relation athlète c'est juste de l'événementiel, c'est s'assurer qu'il va du point A au point B, qu'il est bien entouré, etc. Exactement. Donc j'imagine que c'est ça. Ok. La NFL, ça date de quand avec Comeover? La NFL... J'imagine que ça m'intéresse beaucoup. Je dirais 2022 peut-être, 2021-2022. Comment ça se fait avec la NFL? En fait, on a commencé à bosser pour la Fédération française de foot américain.
On a fait quelques trucs pour eux et dedans on a fait des viewing parties, enfin non, on a fait des tailgate parties d'avant-match autour du Super Bowl, notamment pendant le Covid, c'était sur YouTube, mais on avait fait un petit événement et tout ça. Et on a eu envie d'aller plus loin et d'aller au Grand Rex. Et moi, ça fait longtemps que je tannais la NFL et que je les contactais. Moi, en fait, quand j'ai créé Come Over, j'ai fait un truc. J'ai pris un post-it et j'ai marqué les. Non, j'ai marqué les noms des boîtes avec lesquelles j'aimerais bien bosser, qui m'intéressent. Et il y avait la NFL dedans. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été tickets, voire toutes, je crois, sur ce post-it. C'est intéressant de voir s'il y en a une qui manque. Et donc la NFL, je les ai pas mal tannés. Et il y a au bout d'un moment, de toute façon, la France est devenue plus stratégique pour eux, envie de se développer. Et ils ont craqué. Ils ont donné un meeting. Donc, ils ont dit lui c'est bon, ça fait 10 ans qu'il nous envoie des messages. Ils bossent pour la NBA depuis 20 ans. Ils ont fait une tailgate party qui était cool. Ils bossent pour New Era qui est un de nos fournisseurs, pour Beats qui est sponsor de plein d'athlètes, machin. Donc à un moment donné, lâchons et recevons-le quoi. À chaque fois qu'il vient à Londres, il nous demande un rendez-vous. Et donc à un moment, j'ai eu un rendez-vous et on a commencé par faire un petit truc, une petite mission pour eux. Et puis maintenant, c'est un de nos gros clients. Et on espère le voir grandir. On espère voir un match en France. Hein. C'est différent comment la relation entre toi et la NBA et toi et la NFL. Est-ce que la NFL opère différemment ? Ouais. Parce que je vais essayer de pas dire de trucs méchants. Oui, non mais la NFL, même aux États-Unis, je l'ai non, pas sur eux, pas sur eux. Là, j'ai que des trucs bien à dire sur eux. Non, mais bien sûr, mais ils sont très carrés sur leur. Non, la NBA, le truc, c'est que c'est beaucoup plus mature. Et en fait, moi, quand j'ai commencé déjà à bosser pour la NBA, j'étais très jeune. Et en plus, leur bureau était en France, ce qui fait qu'il y avait la moitié du staff qui était français. Donc, ils connaissaient déjà bien le marché. Et moi, j'étais jeune et j'étais très opérationnel. Donc, on arrivait, on va dire, en bout de chaîne. Tout est décidé à New York. L'Europe veut garder la main sur un certain nombre de projets, ce qui n'est pas facile pour eux. Donc, ils ont à la fois un super job, les gens qui bossent pour NBA, mais en même temps, ils sont en bataille parce que, mine de rien, c'est une goutte d'eau dans le business global. Donc, c'était très différent parce que, il y avait une. Et en fait, il y a beaucoup d'ego. Donc, il y a moins de conseils et d'écoute pour mettre des choses en place. Là où la NFL, en fait, quand ils sont arrivés vers nous, ils sont arrivés on fait rien en France. Après, ils avaient du social media avec leur agence de social media internationale, mais c'est tout. Globalement, on fait rien en France. On a nos broadcasters, on a personne de francophone, on connaît pas le marché. Et là, on avait 17 ans d'expérience NBA. Moi plus d'expérience et autres, donc il y a un vrai truc d'échange où avec Brett Gosper, avec son équipe, ils nous écoutent, en fait ils nous mettent autour de la table et on brainstorm ensemble, donc ça n'a rien à voir. Et en fait c'est une beaucoup plus petite équipe aussi. La NBA ils peuvent tout internaliser, il y a des grosses ressources. La NBA et la NFL, il n'y a pas grand monde dans leur bureau de Londres et il y a 0 personne en France, donc on est vraiment leur bras armé. Donc j'ai envie de dire c'est plus facile et agréable pour nous en tant qu'agence de travailler avec eux parce qu'on a les mains libres et si on leur donne un conseil ou qu'on leur dit qu'il faut faire quelque chose, on a beaucoup plus de chances que ça arrive et ils vont vraiment nous écouter, donc c'est hyper intéressant de faire quelque chose qui part de zéro quoi. Voilà, il y a tout à créer, il y a tout à faire là. Si j'espère, je sais pas quand, il y a un match à Paris, il y aura tout à faire, on fera partie du truc et ça sera exceptionnel. Donc voilà, la NBA c'est un autre délire. Voilà, même quand ils viennent à Paris, en vérité, ils viennent, les Américains, ils mettent tous leurs trucs en place. Ils sont autonomes, c'est une machine. Donc c'est évidemment super cool de faire partie de ça, mais d'un point de vue professionnel, ton apport il est t'es plus au bas de la chaîne alimentaire. Tu ressembles plus à un prestataire plutôt qu'un conseiller. Voilà. Prestataire au bas de la chaîne alimentaire que la NFL où vraiment tu bosses avec eux pour construire le truc. Ouais, ok, je vois. Ouais, mais c'est bien. Ça veut dire, du coup, tu pourras leur dire d'amener les Eagles, en particulier à Paris pour moi. Non, mais les Eagles, ils les utilisent tellement. Ils nous ont envoyés en Amérique du Sud. Je sais pas où. Je sais qu'ils les enverront pas à Paris. Je pense que ce serait dur. Donc, mais c'est les Saints qui ont été désignés. Les Saints sont la licence pour la France. Ouais, donc j'imagine il va falloir leur trouver un adversaire. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais ok. Et donc, du coup, avec la NFL, t'as des infos. Est-ce que toi, t'as des infos au préalable que moi, j'ai pas en tant que fan?
Genre, alors déjà, moi, mon problème, c'est que je suis pas opérationnel. Oui, donc, voilà. tu vois, donc, encore la NFL, c'est un des. Moi, il y a encore quelques comptes sur lesquels j'interviens en management, pas beaucoup, qui sont à la fois des comptes de kiff qui me plaisent et en même temps sur lesquels j'ai un historique et une légitimité. Mais après, c'est vraiment l'équipe qui fait le quotidien, qui fait les calls avec eux, les trucs, les machins. Donc oui, on peut avoir quelques infos, mais en vérité. Tu vois, enfin oui, on saura avant toi quand il y a un match et quelle date et qui seront les équipes, mais pas tellement non plus. Oui, ok. Non, mais je me demande à quel point la NFL partage ses infos et même j'imagine que dans l'opérationnel en France, ça doit pas être facile de mettre des grosses équipes de 53 joueurs, de tout ça, donc ça doit être des sujets quoi. Ouais, il y avait un sujet au moment d'un camp, d'une équipe aussi, mais c'est pareil, ils viennent pas en 3 semaines, ils sont 200. T'as jamais parlé, en vrai, avec... après, c'est de la NCAA, donc c'est un autre univers, mais il y a eu quelques équipes NCAA, par exemple en basket, qui sont venues faire des matchs à Paris. Ouais. Il y a eu, je me rappelle, il y a quelques années, je sais pas si ça a été refait, l'équipe de football américain de University of Michigan, qui est venue, mais juste en voyage en Europe. Et il y a des matchs en Irlande. Toute l'année. Ah oui, il y a eu un match en Irlande l'année dernière. Oui. Comment ça s'appelle ? C'est une université qui est. Georgia Tech, je crois. Un truc comme ça. Qui est un historique irlandais, je sais pas quoi. Mais ils mettent 30 000 personnes. Notre-Dame. Mais ils mettent 30 000 personnes dans le stade en Irlande, je crois. C'est un truc, c'est monstrueux. C'est balèze. Universitaire. Nous, en 2012, on avait bossé avec une personne qui s'appelle Will Mbiakop d'ailleurs, qui est un ancien de la NBA qui a participé au développement de la NBA en Afrique et qui avait encore organisé des camps, et on avait bossé sur un match entre c'est un peu ce que fait Yacine avec ses camps où il y avait des pros, Séraphin et tout, et ils avaient fait venir une équipe je sais plus, une équipe NCAA de basket, et on avait fait un match voilà, l'année dernière. Je sais qu'il y a eu des filles qui sont venues, il y a eu Juju qui est venu jouer à Paris. Mais finalement, on n'en a pas trop entendu parler. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour remplir la salle. Je pense que c'est pas très difficile de remplir une salle. Ouais, parce que quand tu penses un an après, tu te dis que tu avais Juju. Là, c'est la fille qui fait plus parler d'elle. Ils n'ont rien fait aujourd'hui. Même les médias basket français n'avaient pas l'info. Donc c'était complètement confidentiel. Et je pense que c'est dommage pour le sport, le basket et le basket féminin qui monte. C'est quoi ? C'est parce que c'est la NCAA qui a fait ça dans son coin, ou c'est quoi ? Ouais, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas plus que ça envie de faire de la billetterie, qu'il y ait du monde qui participe. Donc c'était un truc pour ESPN et pour faire plaisir aux facs. D'accord. Mais c'est un peu dommage pour la promotion de ton sport, surtout quand tu as une star comme ça et que tu es à Paris, de ne pas faire le taf pour laisser les fans venir. Attends, je cite un autre event par hasard, peut-être que ça te parle pas du tout, quand Bronny James avec sa team de lycéens vient à Paris et fait le match contre les Mets, où ils font les matchs. Je sais qu'il y avait Bilal Koulibaly dans ce match-là. Toi, t'es pas du tout dans ce truc, tu sais pas, t'as aucune idée ? Ok, d'accord. Je me demandais s'il y avait des agences françaises qui étaient là-dessus, mais j'avais vraiment l'impression, en voyant le truc, ils sont venus en soum-soum, ils ont fait leur truc, ils sont repartis. Mais c'est ce qui avait mis Bilal Koulibaly un peu sur la map des Américains, ce truc. Mais ça, j'aurais bien aimé savoir s'il y a des trucs comme ça. En parlant de Bilal Koulibaly, Wembanyama qui joue avec lui, tu connaissais Victor Wembanyama depuis jeune, toi ? Ouais, en fait, je suis très pote avec son oncle Fabrice. Et Fabrice, c'était mon stagiaire. Ah, marrant. Je sais plus quand, en 2007, en même temps que j'ai rencontré ma compagne, elle était stagiaire de quelqu'un d'autre. Lui, c'était Fabrice, mon stagiaire. Donc on avait un petit groupe là. C'était en 2007 ou 2008. Et Fabrice, après, il a pas mal bossé pour nous en free sur plein de projets. Tout à l'heure, je te parlais de l'événement avec Karim Abdul-Jabbar, c'était Fabrice qui bossait dessus. Il a bossé avec tout sur l'Euro 2016 à l'époque. Ça fait un moment que c'est plus le cas, parce qu'il fait d'autres choses. Mais ouais, du coup, on était là. Et en 2014, il se trouve qu'on fait un événement pour la NBA, tournoi 3-3, je crois, à La Villette. Il y a Dominique Wilkins qui est là. Et le dimanche matin, on avait Neil Meyer, qui est un ancien assistant coach NBA de Cleveland, je crois, je sais plus où, qui était là, et on était censé faire une session training avec des enfants de moins de 12 ans, parce que le tournoi devait commencer à partir de 12 ans. Donc on avait 2 heures sur le terrain réservées à eux. Et donc, dans ce cas-là, on cherche des jeunes et une équipe. Et Fabrice nous dit, moi, j'ai mon neveu, c'était en 2014, il en est en 2004, qui a 10 ans et qui joue dans un club dans le 78, machin. On fait, vas-y, viens. Et du coup, on a fait venir cette équipe-là, et on a plein de photos de Victor, son père, sa maman, avec le trophée de champion NBA, avec son équipe. Victor, il faisait déjà 3 têtes de plus que tout le monde, évidemment. Et donc, c'est rigolo. Donc, je les ai ressortis
avant la draft. La NBA, ils savaient pas en fait. D'accord. Ils savaient pas et je leur ai envoyé 6 mois avant la draft, quand on commençait à être sûr qu'il allait être numéro 1, on leur a envoyé toutes les photos pour leur dire faut en faire quelque chose parce que c'est cool d'avoir ces archives là et de se dire que un jeune qui est venu gamin avec son équipe à 10 ans faire un training grâce à la NBA qui faisait un événement en France, derrière ça va être le numéro 1 de la draft. Il a sa photo avec Dominique Wilkins de ce jour-là ou pas? Je sais pas. Tu sais pas? Peut-être. Ok, d'accord. Ah, mais c'est bien de voir que Dominique Wilkins était là, a fait son truc. Ça me fait penser, parmi tous les événements que tu as pu créer, il y en a beaucoup, c'est quoi celui où tu as dû amasser le plus grand nombre de stars et c'était un peu un bordel logistique? Genre, dis-moi un truc. Je pense, tu vois, par exemple, l'année dernière, avec tes équipes qui géraient la Puma House pendant les Jeux Olympiques, vous avez dû en faire passer des gros noms. Est-ce que t'as un exemple comme ça? Ouais, la Puma House sur les JO, c'était un délire tous les jours. Donc c'est quoi le brief là-dessus? Puma vous demande quoi? Nous, on était en charge des relations médias et créateurs de contenu international, donc tout au long de l'année. Donc on a fait... en fait, c'était lié à une campagne mondiale lancée par Puma, Year of Sports. Donc on a commencé par faire un événement en février ou mars, je sais plus, où on a privatisé une île en Jamaïque et on a fait Puma Island, parce que forcément c'est l'équipement, c'est le berceau de l'athlétisme, c'est l'équipementier d'Usain Bolt, c'est l'équipementier de l'équipe de Jamaïque. Donc on a fait venir des créateurs de contenu, je crois, et des journalistes, vivre 3 jours en Jamaïque avec Usain Bolt sur une île et tout. Donc ça c'était un truc de fou, j'ai pas été moi. C'est le genre de choses où tu as envie d'être réopérationnel d'un coup. Voilà. Ensuite, on a fait l'annonce et l'annonce des 17. Donc, ils avaient 17 nations sous contrat Puma. Donc, on a fait l'annonce des équipements des 17 nations. Il y avait Colin Jackson, il y avait peut-être, je sais plus, Linford Christie, Brianna Stewart. C'était la veille de l'événement Brianna Stewart. T'as dû le faire celui-là. Donc, il y avait Jonathan Edwards qui était là pour cette annonce. Manodou aussi, bref. Et puis après, pendant les JO, en fait, c'était à la fois un lieu d'accueil de médias et de créateurs de contenu, mais c'était surtout un lieu de vie des athlètes. Les athlètes qui voulaient pas aller au village olympique Puma, ils pouvaient rester à la Puma House, dormir et vivre, profiter de la piscine, des soirées, de machin. Et donc voilà, donc tous les jours il y avait X stars qui étaient là et à gérer, c'était incroyable. Et notamment chez l'équipe, ils ont fait un truc qu'ils ont bien kiffé, c'est le Duplantis qui bat le record du monde. Et il est bien fait tard en fait. Et après il est venu. Ça se voit. Et tout le monde à minuit, 1h, tout le monde allait à l'hôtel, le bar, machin et autres. Et lui il a dit non. Et là tout a réouvert et ils ont fait la fête jusqu'à 6h du mat dans la piscine et tout. Avec Duplantis, je crois que c'était un truc assez fou. Ça a l'air d'être un gars vraiment cool, Duplantis, comme personnage. J'ai vu qu'il fait du son et tout. En plus, il fait plein de trucs intéressants. Moi, j'étais jaloux. J'ai raté la Puma House Thierry Henry. C'était un vendredi. Je faisais autre chose. Je vois les stories. Je vois Thierry Henry. Je vais non, je l'ai raté. Thierry Henry, ça fait des années que j'essaie de l'avoir. Au Super Bowl, une semaine, il y était. J'ai pas réussi à l'avoir. Et du coup, Puma House. Mais je vais y arriver. Et autre cool, très bon souvenir que j'ai. C'est Mastercard sur Roland Garros. Donc, nous, on bosse pour Mastercard depuis 12 ans, c'est notre plus gros client. Et notamment, on a fait plusieurs années leur activation de leur partenariat Roland Garros. Et notamment 2014-2015, où on est une toute petite agence, on est 2-3. Et du coup, c'est moi qui gérais tout. Donc, ils passaient jour et nuit à Roland Garros. D'accord. J'ai vu des trucs de fou. T'es à Roland Garros, t'as le pass pour aller. J'ai vu des trucs, des entraînements de Nadal, entraînements de Serena Williams sur le central où il y avait genre que moi dans la tribune et machin. Les coulisses tout le temps, les vestiaires, les soirées, les trucs. C'était Roland Garros, c'est un truc de fou. Et donc là, Mastercard par exemple sur Roland Garros, c'est quoi? C'est un lieu où ils récupèrent un petit peu tous leurs partenaires, c'est quoi? Ils sont sponsors, donc ils ont un lieu d'hospitalité pour inviter leurs clients, que ce soit les banques, que ce soit B2B, B2C. Et en gros, le gros truc de Mastercard, ce qu'on fait beaucoup pour eux, c'est qu'ils ont une plateforme digitale affinitaire pour les détenteurs de cartes, un programme de fidélité qui s'appelle Priceless. Donc par exemple, et dessus, en fait, quand tu es détenteur de cartes, tu peux acheter des trucs que personne ne peut acheter. Donc, par exemple, tu peux acheter l'opportunité pour ton fils de rentrer sur le terrain pendant la Ligue des Champions avec les joueurs du PSG. D'accord. Tu peux rentrer, acheter un truc, une visite des coulisses de l'Opéra de Paris. On fait beaucoup d'événements à l'Opéra de Paris. La montée des marches au Festival de Cannes. Et dedans, il y a Roland Garros où
c'est pas là pour acheter des places, mais tu vas acheter des places avec une visite de Roland le matin à 8h quand il y a personne, où tu vas aller dans les coulisses, dans les vestiaires. Tu vas acheter que des expériences un peu comme ça. Et donc c'est ça, donc ils servent beaucoup de ça. Après, il y a d'autres trucs sur le paiement dans les boutiques online, sur la démonstration de leur technologie et de leur métier. Mais beaucoup, c'est ça, c'est les expériences priceless. Ok. Je reviens sur la NBA. Toi et la NBA aujourd'hui, Comeover et la NBA aujourd'hui. C'est quoi les enjeux actuels de la NBA ? Genre, quelles sont les discussions actuelles ? On doit bosser sur ça en 2025, 26, 27. Écoute, je saurais pas te dire plus que le day-to-day. Nous, aujourd'hui, en fait, on bosse plus pour des partenaires de la NBA ou des marques qui gravitent autour de la NBA, comme Foot Locker, comme Puma, on en a parlé, qu'avec eux sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'il y a un sujet de Ligue européenne qui tape fortement à la porte. Fou, depuis 2 semaines, il n'y a que ça. Avant de venir, là, je lisais qu'ils avaient parlé avec QSI pour le PSG. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ça peut être un projet incroyable. Moi, je suis un grand fan d'Euroleague. Je suis un grand fan d'Euroleague aussi. Et en fait, les noms de clubs, quand même, ils sont balèzes. Tu vois, si tu me parles d'une NBA, coupole NBA, t'as le PSG, t'as le Real Madrid, t'as Londres. Les noms sont balèzes, donc oui, forcément. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un gros sujet. Hein. Disons qu'ils vont aller venir titiller l'Euroleague. On va voir, ouais. Mais je pense que la NBA, de loin, tu pourras me donner ton avis, de loin, ils voient l'Euroleague et l'engagement fan qui, je pense, est plus fort. Le fan lambda qui est dans les gradins, l'engagement est un petit peu plus balèze peut-être, et ils se disent, ok, il nous faut ça. Moi je pense que l'Euroleague et le basket européen a créé un meilleur produit basket que la NBA. Ouais, possible. Sportif. Oui, totalement. Et parfois d'engagement de fans, notamment dans certains pays. Alors c'est lié aussi au pays et tout ça, ok. Mais par contre la NBA est meilleure en marketing. Ouais. Donc ils se disent en fait si nous on arrive à plugger cet engagement-là, ces grandes villes, ce niveau sportif qui est fort, avec notre savoir-faire de marketing et notre marque qui est plus puissante que toutes, on peut faire un truc de fou aussi. Si eux ils arrivent à générer des revenus, nous si on arrive avec la NBA, normalement on va le faire x10. Ce qui est une possibilité. Qui est normal comme théorie à avoir. J'imagine que c'est ça. C'est une théorie qui mérite d'être testée en tout cas. Moi je trouve c'est honnête. Égoïstement, parmi tous les événements que tu as vécu, lequel t'a foutu le plus les chocottes ? Et je te dis ça en particulier parce que je voulais te remercier, parce que c'est tes équipes qui m'ont activé sur le Vendée Globe. Et maintenant que je m'assois, j'étais pas fan de bateau, j'étais pas, tu vois, de courses. Maintenant que je m'assois, avoir vécu un départ de Vendée Globe, c'est sûr que c'est dans mon top 3 des trucs qui m'ont le plus foutu les chocottes. Ah oui ? C'est sûr. Et ça se bat pour le top 1. C'est vraiment. Le Vendée Globe, c'est cool. Le Vendée Globe, c'est particulier. Ouais, c'est vraiment une belle expérience. Nous, notre équipe a bossé pendant 3 ans sur le Vendée. C'est beaucoup de travail, jour et nuit. Donc c'est vraiment un truc qui est cool. Non, moi, ça serait un truc qui n'a rien à voir. Pendant un moment, on a organisé des événements participatifs, des running festifs. C'était l'époque des courses, des color run, des machins. C'est ouf, pendant 3 ans, c'était que ça, et du jour au lendemain, il n'y en a plus. Voilà. Et nous, on avait récupéré un concept qui venait des États-Unis, qui était la même chose, mais de nuit en soirée. Donc en fait, des LED, c'était quoi ? Ouais, en fait, il y avait un DJ qui mixait pour chauffer les gens. Okay. Il y avait de l'alcool aussi parce que c'était le soir. Et les gens en fait on leur mettait des trucs fluo sur eux, bracelets fluo, tout ça, et en fait ils traversaient, donc ça faisait des vagues de 5 km non chronométrées, et ils traversaient la ville, et il y avait des zones lumineuses et de sons sur le parcours, donc ça te faisait des espèces de vagues lumineuses hyper cool, et après ils revenaient sur place et là il y avait des sets de DJ et ça partait en soirée, et la première fois qu'on a fait ce truc là à Marseille, j'ai deux sujets là-dessus. À Marseille, on ferme 2 sorties d'autoroute, notamment celle du Vieux-Port. Et Marseille voulait promouvoir un nouveau quartier qui est Euroméditerranée. Ouais. Et donc, il y avait un nouveau centre commercial qui ouvrait. Donc, il nous dit les gens, on va les faire passer dans le centre commercial. Donc, ça vient c'est pas notre idée. On fait OK, mais en fait, il y a des escalators, tu peux pas faire courir les gens. Et il se trouve qu'on a 6000 inscrits. Notre objectif c'était 3000, on a 6000 inscrits. Après il y a du no-show, mais bon, il n'y a pas 3000 de no-show quoi. Laisse tomber. Ils payaient les gens. Oui. Ah oui, donc. Ils viennent. Hein. 6000 inscrits, on n'avait jamais fait ce type d'événement là, participatif, machin. C'était un chaos total, la gestion. J'imagine. Et donc toute la soirée, il y a le truc, le centre commercial, les sorties d'autoroute, les trucs, les queues, c'était un délire. Et quand c'était fini. Genre c'est plutôt
un soulagement de ça va, il y a rien de cassé, il y a rien de. Il y a pas eu de mort. Bah oui, c'est vrai. Tu perds un gars dans le centre commercial, il peut se passer un truc. Non. Donc ça, franchement, c'était un truc où t'es un peu tendu pendant le. Ok, d'accord. Pendant l'événement. Ok, bien. Non, moi, ouais, c'était le Vendée Globe, ça m'a bien marché, ça m'a bien fait le fait de découvrir, tu vois, moi je me suis vraiment tourné sur découvrir des nouveaux sports. Au début j'étais vraiment sur le basket et le foot américain. Le fait de m'ouvrir à d'autres trucs, c'est des bonnes surprises. Toi t'en as eu des bonnes surprises, des clients où tu connaissais rien du tout à leur univers et bah tu te retrouves à bien aimer, à te retrouver dans le truc. On a plein de clients, tu sais, t'as les marques un peu shiny quand t'aimes bien le sport, le lifestyle et tout ça qui... bah évidemment quand tu bosses pour 24 heures du Mans, Vendée Globe, NFL, NBA, tu sais ce que tu vas avoir en vérité. Ou des marques comme on parlait tout à l'heure de Puma, comme Beats, comme Foot Locker. Ça après, transpire une certaine culture, voilà, tu sais à quoi t'attendre. À côté de ça, t'as des marques plus... Nous on a beaucoup de clients plus corporate, on va dire. Je parlais de Mastercard, mais on a BPCE, on bosse avec Big Mat, Lidl, on a bossé avec Westfield sur les Jeux Olympiques. Et tu vois, l'année dernière, en fait, on a bossé avec Autoboc sur les Jeux Paralympiques. Autoboc, en fait, c'est eux qui faisaient le Repair Center, c'est-à-dire c'est l'endroit, je sais pas si tu y as été dans le cadre de tes missions avec France Télé, c'est l'endroit où ils réparent le matériel des athlètes paralympiques, en fait. Ah, je l'ai vu, mais j'ai pas fait de sujet dessus. Et donc, Autoboc, c'est une boîte allemande, internationale, qui est spécialiste des prothèses et de tout l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et donc, ils nous ont sollicité pour les accompagner, valoriser leur travail, qui ils sont et tout. Et tu te dis, bon, voilà, en soi, c'est pas un truc... Tu te dis client corporate, on va faire le taf. Et voilà, t'as pas rêvé de ça quand t'étais petit. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, t'as trop de trucs à raconter. Ils sont hyper bienveillants, parce que dans un environnement le Repair Center, c'est un truc... c'est un truc de malade, le matériel de personnes en situation de handicap et tout ça, et notamment les grands sportifs. Et ça, je sais que ça a été un truc déjà que médiatiquement, ça a beaucoup fait parler et c'était hyper facile de les placer et de faire parler d'eux. Et puis c'était une belle rencontre en termes d'univers et voilà, aussi d'ouvrir les yeux sur des choses auxquelles tu penses pas naturellement. Ouais, ok. Non, super intéressant. Moi, pareil, tout le sport paralympique, à partir du moment où on m'avait ouvert les portes là-dedans, je fais ok, il y a tellement de choses c'était cool, les paras. Raconter. Mais oui, les paras, ça a été une belle réussite. J'ai bien été content. Moi, ce qui m'a marqué, il y a eu deux choses. Le paracyclisme, j'arrive, il se trouve que c'est à 15 minutes de là où j'ai grandi. Je vais dans le truc. Bon, j'ai mon accrète France Télé. Et on me dit, tiens, il y a Marie Patouillat, sa famille là-bas. Tu peux aller avec eux. Je passe la journée avec eux et je fais un beau sujet. Et sinon, à part ça, c'était juste le paranatation, la Défense Arena. Grande ambiance, truc de ouf. Je suis bien content de ce qu'on a pu faire pendant les Jeux. C'était fou. Toi, c'est quoi tes meilleurs souvenirs des Jeux en vrai? T'as pu le vivre comme un fan oui. que t'as fait? Ah non, moi je me suis gavé. Ah, tu t'es éclaté. Vas-y, raconte-moi. Non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait avec mon fils qui a 10 ans. On a été voir, il est fan de rugby. On a été voir l'équipe de France de rugby. D'accord. Antoine Dupont. J'ai fait du basket à Lille, beaucoup de basket à Lille, le premier week-end notamment. Donc je sais que tu en as parlé dans ton podcast de l'autre fois de Kevin Durant, la première mi-temps contre la Serbie, c'était assez cool. J'ai fait Simon Biles. J'adore. Ça, j'ai raté. Ça, c'était très cool. Il y a des moments au Club France aussi qui étaient juste fous parce qu'il y avait une ambiance de dingue. T'es pas sur le site des compétitions, mais soit tu regardes les trucs à la télé sur écran et c'est incroyable avec les gens. Soit après t'avais les athlètes qui venaient et puis nous on était accrédités donc on était au bord du podium et du truc donc et puis tu les croises après derrière et tout ça donc ça c'était cool et après moi je suis fan de basket donc le France T'as vu la finale? Non parce que je partais en vacances j'avais pas prévu qu'on irait en finale je partais en vacances le vendredi matin. J'ai fait les 2 demi-finales garçons et j'ai fait quart de finale filles. Et non, le quart de finale de la France contre le Canada. Oui, mais l'Allemagne était fou, mais sauf que le France-Canada, là on se dit on va se faire désosser, c'est pas possible en fait. Et tu vois, au début, il n'y a pas une ambiance de fou, et en fait ça monte. Et dès le début, en fait, les gens se disent non mais attends, si aujourd'hui ils sont vraiment venus jouer au basket. Moyen, Et là, il y avait une ambiance de maboule dans le truc.
Donc ça c'était cool. Et la demi US Serbie, elle était costaud aussi. Le Steph, moi je suis fan de Steph. Mais j'étais pour la Serbie. Ouais, non, c'était... Moi, tu sais que ça fait longtemps maintenant, tu le dis, on vit ces événements, donc on est peut-être moins les étoiles dans les yeux. Mais j'ai été par une chose pendant les Jeux. Il y a Marine Johannes qui m'a reconnu. Et genre, moi, j'avais aucune idée que Marine Johannes savait ce que je fais. Encore, tu vois, tu me dis un gars de l'équipe de France de basket. J'ai fait des vidéos avec des gars de l'équipe de France de basket. Marine Johannes qui me croise des yeux et je vois, tu vois, quelqu'un qui me reconnaît. Comme ça, je fais... Elle est trop gentille. C'est pour moi, Marine Johannes qui me reconnaît, c'est un des top moments. Elle est trop gentille. Ma fille, elle a 7 ans, elle fait du basket, elle est fan de Marine Johannes. Elle a fait un dessin d'elle avec Marine Johannes, et vu que j'ai des potes, j'ai dit tu peux l'envoyer à Marine, et elle lui a fait une petite réponse, machin, avec un cœur. Trop sympa, trop sympa. Moi, c'est ma petite cousine, elle aime bien des influenceuses foot, et donc des fois, j'envoie un DM, salut, parle à ma cousine. on fait ça chacun à son niveau. Non, mais ok, ouais, non, les jeux nous ont bien servi, c'était bien cool. D'ailleurs, par contre, Steph, je vais le voir dans 2 semaines. Ah oui ? J'ai beaucoup de chance, je te partage ça. Je vais aller filmer pour NBA Europe. Là, je pars dimanche. Je pars dimanche dans quelques villes. Et puis, à San Francisco. Il y a San Francisco dans les villes. Et donc, ouais, ça va être bien cool. Canon. Bien m'éclater. Super ville, j'adore. Est-ce que, alors, tu vois, dans le chat, il y a des gens, pour ceux qui écoutent en retransmission, il y a des gens qui se moquent de moi dans le chat. En fait, mon chat Twitch me bully un peu. Ils me disent, est-ce que David sait, il sait le filleul de Samy? C'est faux. En fait, j'ai fait 2 anecdotes d'affilée sur Rudy Gobert une fois sur Twitch. Les gens ont dit que j'ai le melon et que je le traite comme mon pote. Donc, dans le chat, ils me rappellent que je fais trop le mec à avoir connu Rudy Gobert 1 ou 2 fois. Toi, c'est qui le petit coup de cœur humain avec les athlètes, un gars adorable avec qui ça a bien matché? Moi, tu vois, Tyrese Haliburton, avec qui j'ai fait une interview pour Puma, super bon feeling, bon petit coup de cœur cette année. Alors, j'imagine t'en as plein, t'en as rencontré tellement. Ouais. Mais moi, c'est quelqu'un avec qui on travaille. C'est Marie Bochet, qui est une athlète qui vient de prendre sa retraite paralympique, qui est d'ailleurs ambassadrice ou je ne sais quoi de l'équipe paralympique qui va à Milan-Cortina là. Donc Marie, c'est une skieuse en e-sport qui a la trentaine et donc on l'accompagne sur ses partenariats. Donc voilà, des partenariats avec la Société Générale, avec L'Oréal, avec FDJ, avec Autoboc, avec plein de gens. Et c'est une personne qui est formidable. Et en fait, il se trouve que nous, avant, on a bossé pour L'Oréus. L'Oréus, en fait, c'est une fondation qu'organise chaque année, qui est soutenue par la Principauté de Monaco, et qui organise chaque année des awards au niveau des sportifs. Donc la sportive de l'année, l'équipe de l'année. Et c'est des gros trucs. C'est un festival de Cannes des sportifs. Il y a toutes les plus grandes stars du monde qui vont. Et qui sont récompensées. Tapis rouge, machin et autres, des grosses stars. Ça me fait penser un petit peu aux étoiles du sport à l'échelle française. Ouais, mais à l'échelle mondiale, incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Trop bien. On a bossé pendant 3 ans dessus et il se trouve que nous on est chargé. Donc là tu vas m'annoncer que tu vas m'y envoyer l'an prochain, c'est ça? Non, on était chargé de faire la promotion de L'Oréus et de faire participer les journalistes pour voter sur le territoire français. D'accord. Et on tombe une année où l'année d'avant c'était dans les lauréats il y avait Tony Parker. Et nous on tombe l'année d'après, donc ils ont eu beaucoup de retombées médias. Et nous l'année d'après on tombe et la seule française c'est Marie, que moi je connaissais pas à cette époque-là. Et là, je regarde avec le membre de l'équipe, je dis, mais eux, ils avaient Tony, nous on a Marie. J'ai beaucoup de respect sûrement pour la personne, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais le boulot semble plus dur et autres. Et bref, c'était marrant parce que c'était un petit clin d'œil. Ça s'est très bien passé, mais plusieurs années plus tard, il se trouve qu'on se met à travailler avec Marie et elle l'accompagne. Et c'est une personne qui est incroyable, qui est formidable, qui est extrêmement intelligente, qui vient du Beaufort, d'une gentillesse folle. Elle aurait pu être dans l'aventure Alpes française 2030, mais elle était team Martin Fourcade, donc elle s'est retirée, mais elle aura sûrement un grand rôle à jouer avec le comité paralympique. Pour moi, c'est une fille, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'elle sera ministre des Sports un jour. C'est vraiment quelqu'un de brillant et de gentil et de simple, et on a beaucoup de chance de travailler avec elle. Et du coup, c'est une belle personnalité, et du coup, t'es pas sur l'extra star system hollywoodien. Ouais.
Et c'est sympa aussi parce que du coup, tu peux prendre le temps et t'es en direct avec les personnes et c'est une personne normale. Comme je vais pas tarder à te lâcher, je veux enchaîner quand même un petit peu rapidement. Il est à peu près 16h. J'ai envie de savoir, sujet agence, parce que tu dois en voir passer plein des agences qui veulent vivre dans le sport. C'est quoi la différence entre une agence qui naît, meurt sous 2 ans et une agence qui tient 20 ans? Je sais pas, la chance. Tu penses qu'il y a beaucoup de chance? En vrai? Oui, il y a de la chance, bah oui. Ok. Non, c'est pas la raison. Il y a plein de trucs. Il y a le travail, il y a le réseau. Ouais. Et il y a la chance, il y a les trois, je pense. Forcément, il faut travailler dur. Faut aller chercher les clients, faut les maintenir. Parfois, c'est ingrat, c'est une machine à laver. Ce métier-là, tu es au service d'eux. Moi, je dis souvent, en fait, on est une agence de com, mais en fait, on est une agence de service. Donc, on doit résoudre les problématiques de nos clients. On est à leur service. Donc, tu as ça. Ensuite, tu as le réseau, qui tu connais, à quel point tu le connais, pourquoi ils vont te faire confiance. Tu vois, pourquoi nous, il y a nos premiers clients. Dans les 2 premières années, on bosse pour les NBA, pour Mastercard. En fait, c'est pas parce qu'à ce moment-là, on va avoir la NBA et Mastercard, c'est parce qu'il y a 7 ans de travail avant pour qu'ils te fassent confiance à ce moment-là. Donc, c'est du. T'as rigoler, j'ai mis un post dans notre conversation Teams avec mes collègues. Tout à l'heure, il y a une marque avec laquelle on aimerait beaucoup travailler et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant là j'ai une rendez-vous, je veux pas que vous ratiez l'opportunité, machin et autres, et je l'envoie sur pour informer les autres, et ils me disent ah ouais mais depuis le temps qu'on lui court après et tout, je leur dis les gars je vous le dis tout le temps c'est du temps long, qu'est-ce que c'est que 15 ans à demander, et peut-être on va recevoir un brief ou la NFL où tu leur tapes à la porte donc faut de l'acharnement quand même, il faut de l'acharnement, faut occuper le terrain et autres, et puis à un moment faut être au bon endroit au bon moment. Tu vois la NFL peut-être que si tu les contacte toujours autant, mais 6 mois avant ou 3 mois après, c'est trop tard. La place elle est prise, que les gens ils t'oublient en fait vite. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quand même une part de bol. Tu vois, je vis la même chose depuis 2 ans avec Teddy Riner. Teddy Riner, j'essaie d'avoir un truc avec lui. Ah, ça peut le faire, ça peut pas le faire. Et là, j'ai reçu un message il y a pas très longtemps. Ouais, il y a une fenêtre. Et moi, quand je dis il y a une fenêtre, c'est ok, demain. Moi, je dis ok, demain. Et ils ont dit non pour demain. Et là, du coup, la fenêtre s'est fermée. Elle va se réouvrir peut-être plus tard. Mais et c'est exactement ce que je vis. Les gens dans le chat, ils sont hyper forts. Les bonnes personnes. Les gens dans le chat, ils sont hyper forts. Ceux qui écoutent en rediffusion. Il y a quelqu'un qui dit je vois que le meilleur stagiaire de France, le Quentin, du coup, mon ancien stagiaire, est connecté avec toi sur LinkedIn. Et oui, c'est officiel. Quentin, maintenant, est en stage chez vous. Voilà. C'est mon ancien stagiaire. Je l'ai su tout à l'heure. Ouais, exactement. Parce qu'ils ont posté en interne le lien pour dire tiens, il y a David qui fait ça. Et by the way, Quentin avait bossé avec Samy pour la création de ce podcast, je crois. Quentin, il vient d'arriver, je l'ai pas croisé encore. Oui, on est à son 4e jour là, exactement. Je l'ai pas croisé. Moi, je prends des news, je l'ai appelé hier soir et tout. J'ai voulu savoir comment ça se passe pour lui. J'espère que ça se passe bien, qu'il est bien traité, Quentin. Si tu nous écoutes. Pour l'instant, ça va. Il m'a dit il est bien reçu, c'est bien cool. Moi, j'ai une dernière vraie question. Après, si tu veux, on peut discuter. Ma question, c'est quoi tes conseils pour moi? Genre, tu me vois de loin, tu vois, je suis créateur dans mon coin, je fais mes trucs dans le sport. Tu fais partie de mes clients, il y en a d'autres à côté. C'est quoi tes conseils pour moi? Ou tes questions, peut-être que tu as des questions? Conseils, je sais pas, je trouve que tu as fait beaucoup de choses et que, comme je te disais, j'ai écouté ton podcast de plus de 2 heures extraterrien récemment et j'ai trouvé ça très intéressant. Mon conseil, ça serait peut-être déjà de continuer à faire ce que tu fais et de le faire. J'aime bien que tu dises que tu as ton style et ton ADN. Toi, dans ton secteur, il y a quand même beaucoup de moyens de se différencier, je pense. Moi, je dis toujours, en fait, nous, en tant qu'agence, c'est hyper dur de se différencier. Il y a plein de belles agences qui ont des beaux clients, des gens qui sont sympas, qui bossent bien et tout ça. Donc, nous, on bosse beaucoup sur essayer d'avoir notre culture, notre ADN. Notre truc, c'est people first avec nos gens. Moi, notre philosophie, c'est de dire si les gens, ils sont bien quand ils se lèvent le matin et qu'ils viennent au travail, ils vont faire du bon boulot, leurs clients vont être contents, leurs clients vont leur donner plus de responsabilités. Du coup, ils vont pouvoir faire des trucs de plus en plus cool. Et pareil, c'est de bien connaître nos clients et d'être là pour eux quand ils en ont besoin, mais pas que. Donc, tu vois, d'avoir ce côté, j'ai ma culture et je trace mon chemin, mais comme je suis, en restant moi, Samy, naturel et autres, moi, je pense que c'est quelque chose qui marche et qui, moi, me tient à cœur de se dire, ok, c'est pas parce qu'on est 60 et qu'on veut faire 15 millions de chiffre d'affaires cette année que en fait notre boîte c'est pas la même et que notre culture doit pas être la même et qu'on doit pas être au même niveau de détail dans notre là-dedans quoi, dans notre ADN. Donc ça, je pense que c'est important. Et la deuxième, c'est par rapport à ce que tu as dit sur ton podcast que
tu t'avais peur de grandir et d'avoir une équipe et de machin, ou que c'est pas quelque chose. Ça, j'ai livré des choses. Allez écouter Extraterrien. Ouais, il est vachement bien son épisode. Bah, je pense que quand après, je sais pas quel âge t'as, mais t'es jeune. Mais on va avoir 30 ans dans un voilà. Je pense qu'il va falloir que tu reconsidères ça en avançant, parce que ça peut être aussi à la fois c'est un levier de se renouveler, d'aller chercher des gens qui t'apprennent, enfin je sais que moi on a une équipe de fous et qu'ils m'apportent plein de trucs, et que du coup de les écouter et de les voir, bah je pense que ça m'aide à être une meilleure personne déjà et à être meilleur dans le boulot. Et que tu pourras te renouveler et que tu pourras aussi créer des nouvelles choses. Et moi, en fait, je m'ennuie vite dans le boulot. Je suis hyper content quand on lance des nouveaux projets, quand on lance des nouveaux métiers sur lesquels on n'était pas avant et tout ça. Après, j'ai l'impression que c'est le cas aussi chez toi quand je t'écoute et que je te vois. Et que je pense qu'il y a un moment donné, tu vas être obligé de passer cette étape-là. Et franchement, c'est parfois dur de manager les RH, mais c'est hyper cool parce que pour faire ce que tu fais, c'est que t'aimes les gens, et les gens c'est trop bien, et de les voir grandir. Et puis je te dis, demain de voir que d'autres qui sont là et qui vivent leur best life parce qu'ils vont sur le bateau du Vendée Globe, peut-être que tu seras, moi je suis plus content de le voir chez eux que de le faire pour moi. Bien sûr. Et ça, je pense que ça viendra. C'est un truc qui m'est arrivé avec Quentin sur un événement Babola. Donc Quentin, fan de tennis, il arrive, ça fait un mois qu'on est ensemble. Babola nous amène sur un event. Et à un moment, c'était pas prévu. Il y a Alcaraz qui vient, il fait des trucs, il échange avec les influenceurs. Et il y a la personne de Babola qui me dit: Samy, tu peux avoir Alcaraz, mais tu peux faire des échanges avec lui comme les autres influenceurs, ou un micro-trottoir. Et moi, je me tourne vers Quentin, je fais: t'es chaud, toi tu vas faire des échanges. Il fait du tennis. Et Quentin, il me rappelle, il me fait: non mais Samy, va faire ton micro-trottoir au lieu de... Parce que moi je fais mais ce serait marrant que que je t'envoie. Mais oui, c'est vrai que cool. Ça m'aurait vraiment fait kiffer si on avait aussi le temps de l'envoyer. Et ça, tu vois, c'est typiquement le genre de choses qui me ferait kiffer. Voilà, c'est ça mon conseil. Reste toi, garde ta culture, ton ADN, mais en même temps ne ferme pas la porte sur des futures opportunités qui pourraient arriver, et que tu les prennes ou pas, en fait. C'est aussi ça notre truc. Tu demandais pourquoi en fait on dure avec mes associés et avec l'équipe tout le temps. C'est que parfois, du coup, c'est compliqué, on dit jamais non, mais en fait, on se ferme jamais de porte. Donc, tu vois, des fois, il y a des trucs, tu te dis, pourquoi est-ce que je vais vraiment investir du temps ou machin au truc, mais en fait, on s'est jamais dit qu'on pouvait pas faire quelque chose ou qu'on allait pas le faire. Et même aujourd'hui, je me rends compte, ça m'arrive parfois quand même de me dire, ouais, mais cette piste-là et autres, j'y crois pas, vas-y, je vais faire le rendez-vous quand même. Et là, ça m'est arrivé très récemment avec François, mon associé. Et je sors du rendez-vous, je fais putain, c'est vraiment bien, c'est vraiment cool ce truc. Et tout. Il me fait, non, mais ça, tu te rappelles que tu disais il y a 2 heures, jamais. Je dis oui, mais non, on a fait le rendez-vous, on va voir. Je vais peut-être répondre à un ou deux messages là que j'ai laissé. Je pense qu'il faut pas se fermer de porte parce que tu t'es pas à l'abri on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Typiquement. Et d'une mauvaise. Oui, j'imagine, mais typiquement le Vendée Globe, hein, c'est pas que je disais non, je veux pas le faire. C'est juste, je connaissais vraiment rien et c'était une vraie bonne surprise. Ça m'arrive souvent des trucs comme ça. Écoute, merci pour le conseil, parce que je sais de toutes les manières, si je continue à faire ça, je peux pas faire ça encore 5 ans tout seul. Enfin, je vais tourner en rond et je vais devenir fou après. Puis à un moment, tu seras vieux. Il y a un moment Non, et c'est vrai, je peux pas aller faire. Je peux pas aller prendre mes caméras encore et aller sur le terrain jusqu'à 35, 40 ans comme ça. Donc, ouais, il faut penser à autre chose et peut-être m'entourer. Ce sera un sujet. Mais je pense que je veux le faire à un bon rythme et mon rythme sera peut-être lent. C'est pas grave. C'est tout, c'est ça. Écoute, moi, j'ai pas d'autres questions pour cet épisode 1 ensemble. Peut-être qu'on se refera un épisode 2. On fera un tour en taxi. En vrai, moi, dans cet univers, dans ce podcast, c'est pas forcé que un épisode soit une seule fois un guest, tu vois. Si on se revoit après un event, qu'on débriefe d'un event ou quelque chose, ça me ferait plaisir. Après les JO 2030. Ouais, carrément. Toi, t'as un truc en 2025 ou un event sportif où t'as hâte de le voir venir, que ça soit personnellement ou pour le business? C'est quoi le prochain truc Cette année, j'ai mon fils, il a 10 ans et il commence à grandir et on fait beaucoup de choses ensemble. Maintenant, je l'emmène partout. Même pour le boulot, des fois? Oui. Okay. Parce qu'en vrai, moi, je bosse pas. Tu sais, je vais serrer les mains et regarder les autres travailler. Non, mais cette année, on a fait le Vendée Globe. On a fait les Spurs avec Wemby. Ah, oui. On a été voir, je l'ai emmené à Angleterre-France à Twickenham. Ok. Donc là, je sais pas si on va se faire les demi-finales du top 14, que c'est à Lyon, c'est chez nous. Mais et du coup, je lui ai dit l'autre fois,
Je lui dis, mais tu sais en fait que c'est pas la vraie vie, hein, le week-end à la NBA, la semaine d'avant au Vendée Globe, faut que tu te dises, en fait, ça va pas être comme ça quand tu seras plus tard. Parce que même. Il sait que papa, il a un job cool, il comprend. Ouais, là, il a compris, ouais. Il pose des questions à l'école. Oui, en plus, ils ont bossé sur le Vendée Globe à l'école, parce que c'était leur fil rouge, ils ont fait le machin et tout. Là, il a dû faire et puis lui, il a dit, non, mais moi, j'y vais avec papa. Et puis, on a été dans les coulisses, dans les machins, dans les trucs, voir les bateaux. Et non, mais l'autre fois, je me suis retrouvé à lui dire. Pas la vie. On était au Six Nations à Londres, à Twickenham, et on avait eu des places, mais pas en VIP, quoi. Ah, il commence à faire la. Et je lui ai dit, et non, pas lui. Je me suis vu à le prévenir avant, lui dire, tu sais, Sacha, on n'est pas en VIP, tu manges pas ce que tu veux, tu machins, tu truc, il n'y a pas de petit salon avec tout le monde. Hein. C'est marrant. Bah oui, mais il a un standard. Voilà, il a son standard, quoi. Ouais. Moi, je fais la même chose avec mes petits cousins stagiaires de 3e. Tu sais, stagiaire de 3e, je l'amène, il dort ici, on joue à la play, et puis je fais 2 events, tu vois. Ah, ils arrivent en loge, ils croient que c'est la vie. Ils croient que c'est normal, ils croient que c'est la vie de tous les jours. Ouais, mais bon. Voilà, on a été voir l'Asvel féminin la semaine dernière, on était au bord du terrain. Il dit, bah non, en fait, les gens, tu peux aller là-haut aussi. Ouais, c'est 20 ans de travail. Voilà. Non, mais il faut le dire qu'on les mérite, ces accès. Mais, oui, voilà, c'est pas cadeau non plus. C'est pas cadeau non plus, on a bossé pour ça. Merci beaucoup, David, c'était trop cool. Merci, Samy, c'était top. Dernière demande. Ouais. Je mets qui dans cette chaise pour avoir un bon podcast après toi? Putain, en plus, tu sais que j'avais préparé cette question et que je me rappelle plus. Ça, c'est génial. Tu me l'enverras par texto, les gens le sauront pas, c'est pas grave. J'avais vraiment préparé, je m'étais dit, putain, faut absolument. Que je prépare un prochain guest. Mon Dieu. moi, quand dans Extraterrien, il m'a demandé, j'ai vraiment sorti la dernière rencontre que j'ai fait qui était cool. Je lui ai dit Lucas Ballot de Hand, qui est vraiment quelqu'un de cool. Et voilà, c'était ça. Mais parce qu'il m'a piégé un peu en me posant cette question, donc j'ai donné la dernière rencontre. Mais non, mais fais Marie Baucher. Bah vas-y, tu me fais le contact. Marie Baucher. Avec plaisir. Futur ministre des Sports. Ouais, je rigole, je dis pas ça, elle va hurler. J'écris ça dans la description. Non, elle va hurler. Futur ministre des Sports. Voilà, une personne formidable. Bon, écoutez, merci si vous avez kiffé cet épisode. Pensez à mettre 5 étoiles, pensez à vous abonner. Et puis vous pouvez suivre les aventures de Comover sur leur réseau. David, toi, c'est un compte perso, je vais pas les envoyer chercher. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui. Suivez David Drahi sur LinkedIn, le reste c'est fermé, mais en tout cas, on va continuer à suivre tes actualités. Merci d'être passé. Merci Samy, trop Salut. cool. Ciao. Ciao tout le monde.